Notre panel politique, Véronique Prince, José Legault, Michel Séauger, bonsoir. 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 Dans les deux capitales, on a divulgué aujourd'hui les cibles pour l'immigration permanente. Donc, on va revenir avec Ottawa tout à l'heure, mais commençons par Québec. 50 000 plus 6 000 d'étudiants. On regarde le tableau, là, ce qui fait 56 500 2024 et à peu près le même nombre en 2025, donc les 2 prochaines années. M. Legault, pour l'immigration temporaire, a dit ils devront, pour les 3 premières années, apprendre le français, être capables à un niveau quand même assez bas, mais conversation, on va revenir avec les détails. Ce qui a fait dire à M. Legault, tout ça, l'objectif est du seuil qui n'a pas augmenté plus et de l'obligation d'apprendre le français pour les temporaires, tout ça lui a fait dire qu'il en a fait plus depuis René Lévesque. On écoute. On est le gouvernement qui en a fait le plus pour le français depuis le gouvernement de René Lévesque. Je pèse bien mes mots, là. On est le gouvernement qui en a fait le plus depuis René Lévesque pour le français, pour arrêter le déclin, pour encourager la place du français au Québec. Tour de table. Véronique, est-ce que donc, dans ce qui a été annoncé, et les seuils pour les permanents et la nouvelle obligation pour les temporaires, il y a des mesures qui vont améliorer la situation du français au Québec? Probablement, effectivement. En fait, aujourd'hui, j'ai trouvé que le débat n'était pas tant sur les mesures pour améliorer le français. Le débat était plus autour du chiffre, finalement. Ouais. Hein. On s'est questionné beaucoup là-dessus, à savoir est-ce que c'est le bon seuil ou pas, parce que vous avez d'un côté le milieu des affaires qui aurait souhaité avoir une entrée plus grande d'immigrants permanents, alors que du côté de Québec, on dit que c'est une façon de freiner le déclin du français. En fait, moi, je vous dirais que ce qui a attiré beaucoup mon attention aujourd'hui, c'est pas tant les chiffres en tant que tels, c'est le fait que ces cibles-là sont sur 2 ans au lieu de 4, ce qui donne... Je vais accorder au milieu des affaires que ça leur donne pas une très grande prévisibilité, là, alors qu'ils doivent prévoir justement leur main-d'œuvre et se fient sur ces chiffres-là. Mais c'est aussi qu'on va en redébattre dans 2 ans, en 2025, à la veille d'une année électorale. Ça risque d'être un débat encore émotif, peut-être même populiste, diront certains, parce que des gens affirment que François Legault s'en sert comme outil. En tout cas, il l'aurait fait dans les 2 dernières campagnes électorales. On a pu voir qu'il a souvent fait des déclarations, effectivement, sur l'immigration. Donc, moi, je me demande, est-ce qu'en 2025, les conditions vont être réunies pour avoir un débat qui est serein et un débat peut-être optimal, alors que c'est une question qui est très importante, la question des seuils. Je rappelle, il y a 1 an, en campagne électorale, un peu plus d'1 an, le Parti québécois voulait plafonner à 40 000. M. Legault était à peu près à 50 000. Là, il est un peu plus. Et les libéraux étaient à 60 000 et plus dépendants. On disait... Alors, vous avez raison, ça a fait l'objet... D'ailleurs, à un moment donné, on parlait de chiffres, puis on ne savait plus trop de quoi on parlait, finalement. Capacité d'intégration, c'était pas clair. José, mais je vous ramène sur le français, José, puis après, on va parler des seuils, puis le monde des affaires qui en veulent plus, qui se sont dit déçus aujourd'hui. Mais pour le français, est-ce que vous avez entendu aujourd'hui des choses qui vous portent à croire que ça va améliorer les choses? Bien, je pense pas qu'on peut le savoir à l'avance parce qu'il y a quand même un certain nombre d'inconnus dans la situation actuelle et ce qui va arriver dans les 2 prochaines années. Premièrement, il y a le fait qu'on a presque 1 demi-million quand même de résidents temporaires et de leur demander d'acquérir une maîtrise du français à l'intérieur de 3 ans s'ils sont intéressés à rester. Ça présupposerait que le gouvernement investirait des ressources considérables, soit sur les lieux de travail ou ailleurs, pour faciliter l'apprentissage du français. Ça reste à voir. La deuxième chose, c'est que je remarque que depuis la dernière campagne électorale, et ça a commencé au printemps avec Mme Fréchette, il y a un changement complet là, de discours sur l'immigration. Alors, présenté initialement comme une menace au français, danger de louisianisation, etc. Là, tout à coup, ça devient un outil pour aider à freiner le déclin du français. Mais encore une fois, la preuve restera à faire que les ressources nécessaires seront mises pour la francisation. Ce que je remarque aussi, c'est que lorsque M. Legault dit qu'aucun gouvernement depuis René Lévesque n'a fait autant pour la langue française,
on laissera les historiens en juger un jour, mais aux résultats concrets. Mais ce que je remarque, c'est qu'on travaille un petit peu à l'envers, et je vais le dire rapidement, c'est que sous la loi 101 initiale, M. Lévesque, Dr. Camille Lorrain, ce que le gouvernement a tenté de faire, c'est de créer un environnement dans tous les domaines où le français devenait indispensable. Et tellement indispensable, un peu comme l'anglais dans le reste du Canada, que l'intégration et la francisation des immigrants, plus évidemment la fréquentation obligatoire des écoles primaires et secondaires en français, ferait qu'il faudrait parler français pour pouvoir fonctionner au Québec. Là, on demande aux immigrants d'aider le Québec à fonctionner en français. Enfin, on verra au résultat. Michel. D'abord, ces temps-ci, c'est la saveur du mois de n'importe quelle conférence de presse du gouvernement d'ajouter un bout nationaliste langue française. On l'a fait pour les frais universitaires, encore aujourd'hui. Moi, je note qu'il y a des choses incontournables qui sont arrivées dans le débat, à Ottawa comme à Québec d'ailleurs. À Ottawa, on le dit plus clairement, écoutez, on ne monte pas les cibles pour une raison bien simple, il y a une crise du logement, puis on n'est plus capable d'en prendre. C'est vrai aussi au Québec, ça. Quant à la francisation des gens, des immigrants temporaires, c'est une bonne chose, encore que des tests linguistiques, c'est toujours un peu risqué. Souvenez-vous de la loi 22 dans le temps, bien que c'était des enfants de 6 ans, mais quand même, c'est toujours un peu risqué. Mais, mon Dieu, qu'on s'ennuie des COFI. Mon Dieu, qu'on s'ennuie d'une structure existante. Ben oui, mais c'est vrai. Que M. Bouchard a aboli. Oui, que M. Bouchard a aboli, effectivement, qui permet à un moment donné d'avoir un accueil à des gens qui vont aller prendre des cours de français, puis pas juste des cours de français, c'était plus complet que ça. Et ça n'existe plus. Puis quelque part, je ne comprends pas que si c'est si important que ça, et ce l'est, la francisation des immigrants, qu'on ne soit pas revenu là. C'est une chose pas extraordinairement compliquée et qui ne coûtait pas extraordinairement cher. Alors, il faut aussi pas juste que le gouvernement dise « c'est à vous à l'apprendre, puis apprenez-le, puis on vous fera passer un test ». Il faut que le gouvernement les aide. Et ça, je ne l'ai pas entendu aujourd'hui. Très bien. Je vais vous faire entendre l'opposition qui a réagi aujourd'hui, puis on revient tout de suite. Nous levons un drapeau rouge par rapport aux mesures de francisation. Il ne faut pas que le fardeau de la francisation tombe sur les épaules des immigrants. Mais il va falloir aller plus loin. Il va falloir développer Francisation Québec, parce que si vraiment on veut faire de la sauvegarde du français une priorité, il va falloir qu'on donne les moyens pour y arriver. Puis le test de français de niveau 4 oral, c'est une blague. C'est des expressions qu'on peut apprendre facilement. Oui, le Parti québécois s'en prend au niveau 4 là, en disant que c'est trop bas, Véronique, qu'on ne peut pas même discuter, c'est trop bas, c'est pas assez sévère. Et les deux autres, Québec solidaire et le Parti libéral, disent un peu ce que Michel C., vous avez souligné, c'est-à-dire qu'il faut offrir des cours, des endroits pour qu'ils apprennent le français. Véronique. Et notamment, on demande aux entreprises de faire plus de francisation en entreprise parce qu'ils considèrent que ça marche. Puis, pour ceux qui craignent justement cette pénurie de main-d'œuvre, on se rabat sur les immigrants temporaires en disant, en fait, sur les travailleurs étrangers temporaires en disant, il y en a tellement, on en a autour de 470 000 au Québec. Bien, ils ne peuvent pas dire que ça ne va pas les aider à combler leur pénurie de main-d'œuvre. Maintenant, après 3 ans, ce qu'on leur demande, c'est d'être capable d'avoir un niveau débutant au moins de français. Puis ce sera aux entreprises à non seulement les aider dans cette francisation, mais de mettre en place les conditions après ça pour que ces gens-là aient envie de rester et fassent une demande permanente, finalement. Donc, là, une partie du fardeau qui s'en va au milieu des affaires. Là, on voit d'ailleurs des images de travailleurs saisonniers. Ils ne sont pas sujets à ça. Là. Eux, ils viennent, ils repartent, mais ils font partie, ces travailleurs-là, du grand tout là, de 470 000 sur le sol québécois de travailleurs, de citoyens qui n'ont pas leur citoyenneté. Là, voyons, d'immigrants temporaires. Merci, Patrice. Ottawa, José Michel, on gèle à 500 000, ce qui est plus en proportion de ce que Québec fait, là, on l'a beaucoup souligné. Il y avait là quoi? C'est du pragmatisme, José?
C'est du pragmatisme conjoncturel, en effet, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, bon, il y a quand même des conditions au Canada, pas seulement au Québec, qui appellent ça, dont la crise du logement. Il y a aussi, je pense que l'opinion publique, on a vu un sondage passer quand même assez important dernièrement qui montre que à travers le Canada, il y a de plus en plus de Canadiens qui commencent à s'inquiéter de niveaux élevés d'immigration. Puis d'après ce qu'on en a compris, pas par sentiment xénophobe ou anti-immigrant, mais justement parce que on s'inquiète. Où est-ce qu'on va loger ces gens-là? Est-ce que à terme, si on a une récession, est-ce qu'ils vont encore avoir des emplois malgré tout, etc. Donc, oui, je pense que le gouvernement Trudeau doit avoir un petit peu de pragmatisme, mais cela étant dit, même avec cette cible-là, par opposé à la cible du Québec, ce que ça annonce, c'est que la proportion de la population québécoise à l'intérieur du Canada va continuer de décliner. Ça, c'est clair. Oui, parce que le Québec n'accueille pas 22 des 500 000. On est à, mettons, 56 000. On est moins. Michel C. Mais la crise du logement a changé les perceptions au Canada anglais aussi, là. Ah, ça a changé les perceptions partout, dans tous les pays occidentaux, remarquez. Hein? C'est pas quelque chose qui est seulement canadien ou seulement nord-américain. Vous regardez ailleurs, puis on a ces mêmes préoccupations-là. Et c'est une crise qui ne peut pas se régler demain matin, même en mettant beaucoup d'argent. Ça ne se bâtit pas rapidement. Et ça implique des changements majeurs. On en a parlé au Québec la semaine dernière, là, l'unifamilial, ce qu'on a... les sociologues appellent la banlieue pavillonnaire, là, ça ne marche plus. Là. Il va falloir faire des multiplexes et des choses comme ça, parce que sinon, on n'aura jamais assez de logements. Alors, ça implique un très grand nombre de changements, puis l'immigration est juste l'une des parties de ce puzzle-là. OK. Sondage TVA léger hier, pas très agréable pour le gouvernement. Je vous montre les deux premiers tableaux. Donc, pour les intentions de vote, la CAQ qui reste en avance, mais le Parti québécois qui est vraiment pas très loin derrière en montée, et les libéraux et Québec solidaire qui reste autour de 15, et le Parti conservateur à 12. Ce qui a fait mal à M. Legault, c'est le prochain tableau. Qui ferait le meilleur premier ministre? Paul Saint-Pierre Plamondon, qui le devance. Donc, chute de M. Legault de 6 points, augmentation de 8 points de Paul Saint-Pierre Plamondon. Je vous fais tout de suite écouter M. Legault qui dit que ça lui fait de la peine. On écoute. Bien, écoutez, c'est sûr que ça me fait de la peine de voir la baisse d'appui des Québécois à mon égard. Puis j'en prends toute la responsabilité. Je sais que les Québécois actuellement souffrent beaucoup de l'augmentation des prix, puis je vais essayer de voir comment je peux mieux les aider. Véronique, donc, contrition, peine du côté de M. Legault. C'est quand même un sondage. Bon, il reste du temps, mais c'est un sondage difficile. C'est inquiétant, oui et non. En fait, il doit prendre acte, effectivement, des résultats. Il ne peut pas les ignorer parce que lui-même a fait le même coup là, en 2017. On se rappelle quand Geneviève Guilbeault avait remporté Louis Hébert, puis après ça, ça lui avait donné le souffle qu'il avait besoin pour remporter l'élection de 2018. On peut voir un parallèle avec Jean Talon. On en a déjà parlé dans le panel. Sauf que la différence, c'est que quand Geneviève Guilbeault avait réussi ça, c'était à 1 an des élections. Là, on est à 3 ans des prochaines élections. Donc, c'est sûr que pour qu'il ait le vent dans les voiles, ça va prendre encore beaucoup de souffle là, pour qu'il se rende jusqu'en 2026. Mais là où c'est peut-être inquiétant davantage pour M. Legault, c'est que clairement, il y a quelque chose qui s'est passé avec le lien de confiance des Québécois. Beaucoup de choses, en fait, probablement qu'on peut mélanger ensemble. Là. D'ailleurs, dernièrement, moi, une des questions que j'ai eu beaucoup, là, les gens savent que je travaille ici, je me suis fait demander l'histoire du troisième lien, ramener le troisième lien, est-ce que c'est vraiment sérieux, ça? Donc, j'ai l'impression que sa crédibilité a été mise à mal dernièrement. Puis, les Québécois ont voté pour lui, pour un deuxième mandat, lui ont donné une deuxième chance, souvent en disant, c'est vrai que pendant la pandémie, il n'a pas pu accomplir ce qu'il voulait faire. Donc là, on veut lui donner la chance de le faire. Mais est-ce que vraiment on commence à voir une différence dans le réseau de la santé, en éducation? Un commentaire que j'ai entendu souvent, c'est
j'ai l'impression que même Christian Dubé ne sera pas capable d'améliorer le réseau de la santé. Donc, un certain scepticisme par rapport à sa gouvernance. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut mêler à ça. Là. Il y en aurait long à dire. Je vais laisser mes collègues s'exprimer là-dessus aussi. Là. Et je vais vous montrer l'autre tableau sur le taux d'insatisfaction. On le répète à chaque fois, c'est devenu un cliché, mais M. Bourassa disait c'est le seul sondage qui compte, c'est le taux d'insatisfait à 53. Il y a un bond de 6, José Michel, d'insatisfaction. Donc là, il faut qu'il se passe un peu quelque chose. Les gens ont besoin d'avoir des réponses plus claires, sentir qu'il y a les deux mains sur le guidon, là, José. Ben oui, absolument. Et j'écoutais M. Legault aujourd'hui et j'entendais l'écho du soir de la défaite de la CAQ dans Jean Talon, où il a ramené toute la responsabilité à lui-même. Et là, il a dit, bon, je vais faire un examen de conscience, etc. Le lendemain, il a fait le contraire. Tout de suite, il a ressuscité le troisième lien. On ne savait pas trop pourquoi. Et là, aujourd'hui, il a encore pris toute la chaleur. Il a dit, j'ai de la peine, c'est à mon égard. Et puis là, il a ramené ça à un seul sujet, qui est l'inflation, finalement, et des Québécois qui souffrent, etc. Or, aujourd'hui, comme dans Jean Talon, parce qu'on avait vu les chiffres commencer à bouger avant Jean Talon, c'est une insatisfaction beaucoup plus large. C'est une insatisfaction envers le premier ministre, envers son gouvernement, envers le fait qu'en 6e année au pouvoir quand même, malgré la pandémie, ça a été 2 ans, là, donc 2 ans sur 5, en fait, ça en laisse 3. Et les services publics, non seulement ne s'améliorent pas, mais les choses empirent dans plusieurs domaines. Et on voit aussi dernièrement que la réforme de la santé proposée par le ministre Dubé est critiquée de toutes parts et pas seulement par les 6 ex-premiers ministres. Donc, il y a une grogne qui est là, qui bouillonne en ce moment. Et en même temps, Pierre Saint-Paul Plamondon, le Parti québécois ont réussi à se distinguer, à se détacher et de s'imposer comme une alternative possible pour le moment, parce qu'il reste 3 ans, évidemment, avant les élections. Donc, c'est un mouvement de bascule qu'on voit toujours lorsqu'il y a une insatisfaction qui s'installe face à un gouvernement. Ce qu'on voit rarement, par contre, c'est que ça se passe en début de 2e mandat et que ça se passe dans un 2e mandat qui était très, très fort. 90 députés sur 125. Ça vient vite. Je pense que c'est ça. Ça, c'est un voyant rouge pour la CAQ. Il n'est pas juste jaune. Là, ça vire au rouge, ça. Michel C. Et tout ça, alors qu'il y a des manœuvres extrêmement délicates à faire avec le Front commun, avec des grèves qui vont commencer la semaine prochaine. Il y a un rapport de force et ça va être compliqué, cette histoire-là. Donc, automne chargé, là. Automne chargé, puis reste de mandat chargé, parce que l'inflation, ça n'en ira pas. Et moi, ce que je trouvais de M. Legault aujourd'hui, c'est qu'il essaie de retrouver la formule magique qui l'a aidé pendant la pandémie, qu'il a très bien gérée d'ailleurs. Mais pendant la pandémie, c'était Papa Legault. C'est celui qui allait s'occuper de toutes nous autres pendant la pandémie. Et là, il essaie de refaire Papa Legault pour l'inflation. Je vais voir comment je peux les aider. Or, les chèques qu'il a envoyés ont eu un effet inflationniste. Maintenant, on le sait. C'était peut-être très populaire politiquement, mais ce n'était pas une bonne politique économique. Alors, ça, c'est le grand danger actuellement pour M. Legault, c'est de vouloir refaire la même chose. Je vais m'occuper de vous autres, je vais vous envoyer un chèque, vous allez voir, ça va bien aller. Le problème économique de la pandémie, puis de l'après-pandémie, vous en avez parlé avec le maire Marchand, tout a augmenté, tout coûte plus cher. Vous voulez faire une maison des aînés, elle va coûter 3 fois le prix, les barrages vont coûter 3 fois le prix, et tout ça. Exactement. Et plus le premier ministre envoie des chèques à des individus, plus il prive le Trésor public de plusieurs milliards de dollars en même temps, dont il aurait besoin pour améliorer les mêmes services qui vont mal. Et ça donne des arguments aux négociateurs syndicaux. Véronique, il reste 30 secondes. La semaine prochaine, mise à jour économique. Donc, moment où on va souhaiter relancer puis répondre à certaines anxiétés aussi, là. Oui, puis François Legault a laissé planer un certain doute aujourd'hui en disant c'est vrai que les Québécois ont de la difficulté à payer leur loyer, alors qu'il avait dit qu'il veut aider les clientèles vulnérables dans cette mise à jour. Est-ce qu'il va élargir un petit peu, si on se fie à sa déclaration d'aujourd'hui, là? Moi, je vous dirais que ça a attiré mon attention. C'est mardi prochain, mise à jour économique du ministre Éric Girard. Merci, Véronique, José Michel. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bonsoir.